Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Urgence environnementale et tensions internationales. Quelle place pour l'Europe sur la scène mondiale? Qui est organisé, on le rappelle, par The Conversation France et le Forum Normandie pour la paix. Ce webinaire va commencer dans quelques instants, le temps de laisser tout le monde arriver. Et d'ici là, pour vous faire patienter, je vais diffuser une petite vidéo de notre partenaire, le Forum Normandie pour la paix. Alors, attendez. Euh, comment ça marche? Euh, voilà, c'est bon. Traité de ce la Normandie a toute la légitimité pour traiter de ce va-et-vient permanent entre guerre et paix. Ils sont des défenseurs de la liberté et on les applaudit bien fort. Il faut créer un mouvement global pour tout simplement dire non à la violence, non aux guerres. Vive la Normandie, vive la démocratie et vive la liberté. Voilà, merci beaucoup d'être resté le temps de cette vidéo. Cette fois, on va vraiment commencer. Euh, alors, je vous le rappelle, ce webinaire est intitulé Urgence environnementale et tensions internationales. Quelle place pour l'Europe sur la scène mondiale? Il est organisé avec notre partenaire, le Forum Normandie pour la paix. Et cette table ronde se déroule grâce à nos panélistes que je vais vous présenter dans quelques instants. Et elle est bien sûr interactive. N'hésitez pas à poser vos questions pour nos intervenants au fil de l'eau, directement dans le chat sur Zoom. On pourra ainsi y répondre au fur et à mesure pendant cette table ronde. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay et vous recevrez à l'issue de celui-ci un courriel qui vous donnera toutes les informations qui vous permettront d'y accéder. Alors, ce webinaire, il va s'intéresser aux enjeux environnementaux internationaux. Climat, océan, alors que la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice vient de s'achever, pollution plastique, etc. Des enjeux qui semblent relégués presque au second plan ces derniers temps dans un contexte international qui a beaucoup changé
en quelques mois, notamment du fait des nouvelles orientations de l'administration Trump. Euh, et alors que le multilatéralisme onusien commence à montrer quelques limites, on le voit avec les COP sur le climat, on voit aussi que l'accès à certaines ressources minières, métaux et terres rares notamment, est devenu stratégique face à l'impératif de décarbonation de l'économie notamment. Et en la matière, les tensions internationales, elles empruntent non seulement aux enjeux climatiques, mais également économiques, stratégiques et géopolitiques. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des panélistes de divers horizons, de disciplines scientifiques pour éclairer un petit peu ce débat aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, à mi-2025, on est face à une nouvelle donne internationale. Et comment l'Europe, dans ce contexte-là, peut-elle encore s'affirmer comme un acteur international de premier plan? Voilà, c'est l'une des nombreuses questions auxquelles nous allons tâcher de répondre aujourd'hui. Et pour parler de tous ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Gaulier, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Vous êtes d'ailleurs également, je crois, le directeur de cet établissement. Merci beaucoup. Vous êtes en mute. Vous souhaitez ajouter un petit mot? Effectivement, je suis directeur de la Toulouse School Economics. Merci beaucoup. Nous accueillons également aujourd'hui Sherazade Zaiter. Vous êtes juriste internationale à l'université et également enseignante à l'université de Limoges. Oui, Vous bonsoir. avez, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, Christian Gaulier, vous signez bientôt un nouvel ouvrage, Économie de l'inaction climatique, avec inaction entre parenthèses, aux presses universitaires de France, à l'été 2025, c'est ça? Septembre, début Septembre. septembre. Oui. Début septembre. Voilà, toutes les informations relatives aux articles et aux ouvrages dont on va parler vont s'afficher dans le chat, hein. Et du coup, revenons à Sherazade. Vous avez récemment publié également, en juin dernier, un ouvrage intitulé Le Grand Déplacement, l'exode climatique aux éditions Éric Bonnier. Et d'ailleurs, The Conversation a récemment publié des bonnes feuilles, un extrait de votre ouvrage. Oui, merci. Voilà. Et enfin, Stéphane Goutte, vous êtes professeur d'économie à l'UMI Sources, qui regroupe, si je ne fais pas d'erreur, l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, l'université Paris-Saclay et l'IRD. C'est correct? Exactement, exactement. Et puis quelques antennes aussi qui sont situées au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Voilà, donc c'est la particularité de cette UMI qui, pour les puristes du secteur universitaire, voilà, c'est une UMR internationale. Super. Et vous avez signé il y a quelques jours un article dans The Conversation qui parle un petit peu de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis pour la domination internationale sur les enjeux des terres rares. On va y revenir dans quelques instants. Et, et je voulais, voilà, je rappelle à nos panélistes que c'est une discussion ouverte. Il ne faut pas hésiter à réagir aux questions, même quand elles ne vous sont pas adressées, si vous voulez poursuivre la discussion. Et je propose qu'on commence directement sur les terres rares, justement, avec Stéphane, en prenant peut-être cet article paru dans The Conversation comme point de départ. Euh, je vais partager les slides que vous m'avez adressés. Peut-être commençons par rappeler de quoi on parle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup venu dans le champ médiatique ces derniers mois pour le grand public, les terres rares, mais on ne se rend pas forcément. Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment rare? Et pourquoi elles sont le théâtre voilà, d'un tel affrontement en termes stratégiques? C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas, vous pouvez partager directement, vous voulez que je partage Ouais, je suis en train de le faire. Ah, super, voilà. Alors oui, oui, il y a beaucoup d'amalgames et un peu à côté fantasmé sur la terminologie des terres rares, hein. Et donc, je pense que c'est bien pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément avertis sur le sujet de repositionner un petit peu et de ne pas confondre justement terres rares et métaux critiques, qui sont vraiment deux choses différentes. Alors évidemment, parmi les terres rares, ce sont des métaux critiques, mais certains métaux critiques ne sont pas des terres rares. Par exemple, j'ai le lithium, le cobalt, le nickel, ce ne sont pas des terres rares. Donc il y a souvent des amalgames internationaux, notamment Trump, hein, qui met tout dans le même panier et qui utilise ces terminologies. Et en plus, une deuxième chose, c'est que le mot rare n'est pas forcément bien fixé parce qu'en fait, ils ne sont pas rares du fait de leur faible abondance, parce qu'il y en a suffisamment sur la Terre. Ils sont rares parce que dans le procédé d'extraction, en fait, il faut une grande quantité de terre pour en avoir une petite quantité, un petit volume. Donc en fait, elles sont rares en termes de concentration, mais pas rares en termes d'abondance sur le sol terrestre. Alors pourquoi ils sont si importants aujourd'hui, notamment dans la transition énergétique? C'est parce qu'en fait, elles touchent évidemment notamment les aimants permanents
et les alliages de batteries. Donc, vous voyez que dans les éléments permanents, ça permet notamment à faire fonctionner les éoliennes offshore. Donc, c'est dans un souci d'immersion d'énergie renouvelable, c'est très important. Et puis, les éléments permanents dans les véhicules électriques, voilà, ils ont des propriétés qui les rendent finalement, à la fois en termes de coût et en termes d'utilisation, évidemment, supérieurs aux autres alliages classiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette importance des terres rares aujourd'hui. Et puis, je vous laisse lister ici un petit peu différentes utilisations. Ils interviennent énormément dans les appareils haute technologie. Vous en avez dans vos téléphones, dans vos télés, vous en avez dans vos outils. Et donc, forcément, les secteurs à la fois de l'énergie, de la défense, de la santé sont impactés par cette dépendance et par donc ce marché. Voilà. Ça, c'est la première chose. Oui, merci beaucoup. Mais du coup, comment se matérialise, se concrétise cet affrontement international? Actuellement, c'est la Chine qui est le leader, n'est-ce pas? Comment se Exactement. positionnent respectivement les États-Unis et peut-être l'Europe également? Très bien. Alors peut-être si vous pouvez voilà, passer sur le. Voilà. Alors la problématique qu'on a aujourd'hui, alors c'est que en fait on se rend compte que la Chine a vraiment donc sur les terres rares un monopole quasi unique, en tout cas, quasi monopole pardon sur les terres rares parce qu'on a aujourd'hui quasiment 60% de l'extraction de terres rares qui a lieu sur le sol chinois. Et ce qui est plus problématique encore, c'est que si on regarde la colonne de droite avec les processus, le raffinage, donc la transformation de ces terres rares, en fait, on est à 90% quasiment sur le sol chinois. Ça veut dire que même aujourd'hui, quand on extrait des terres rares autre part qu'en Chine, le processus de transformation pour construire des éléments permanents notamment se font en Chine. Donc on voit évidemment apparaître la dépendance géopolitique, géostratégique et économique derrière des terres rares et de la position chinoise. Et donc forcément, ça pose problème. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment donc, sur tous les accords qu'on essaie de mettre en place avec la Chine pour éviter cette dépendance énergétique. On l'a vu récemment, vous avez fait mention sur l'accord qu'il y a eu la semaine dernière entre la Chine et les États-Unis, où finalement l'échange a été que la Chine a accepté d'augmenter ses quotas d'exportation d'aimants permanents vers les États-Unis pour subvenir justement à la croissance et au développement industriel américain. Et en échange, les États-Unis ont accepté d'augmenter le nombre de visas étudiants. Voilà, donc on a des accords comme ça diplomatiques qui interviennent parce que la Chine a vraiment le contrôle. La Chine a vraiment le contrôle de ces terres rares. Et puis, plus largement, si on parle des métaux critiques en général, et c'est pour ça que ce graphique issu de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, est important, c'est qu'on voit que même sur d'autres métaux, si on regarde par exemple le cobalt, voilà, le cobalt massivement est extrait donc, en République démocratique du Congo, mais le processus de transformation a lieu en Chine. Le lithium, c'est pareil, majoritairement. Donc la Chine a vraiment un rôle stratégique en termes de transformation des métaux critiques et stratégiques aujourd'hui. Et évidemment, ça déstabilise évidemment tout l'échiquier international. Et c'est pour ça que ce serait intéressant après de discuter de quelle position peut adopter l'Europe et la France vis-à-vis de ce monopole chinois. Oui, merci beaucoup. Comme vous le dites, du coup, c'est une monnaie d'échange, en fait, effectivement, et ça peut intervenir dans des accords internationaux beaucoup plus globaux en termes de commerce que cette seule question-là. On a d'ailleurs une question dans le public assez intéressante qui demande si, au-delà de cet affrontement Chine-États-Unis, on a aussi une concurrence Chine-Russie en Afrique pour l'exploitation peut-être des terres rares. Alors, en Afrique, aujourd'hui, il y a pas forcément, c'est pas forcément un bassin très important sur les terres rares en termes de développement. Donc, on n'en a pas forcément. En revanche, évidemment, il y a une volonté de captation de l'exploitation minière, évidemment, africaine. Et là, pour le coup, évidemment, la Chine et la Russie entrent en jeu pour les permis d'exploitation, donc pouvoir exploiter les ressources disponibles. Ça, c'est sûr. D'accord, donc des ressources minières, mais pas forcément des terres rares Pas pour forcément l'instant. littéral. Terres rares, il y en a un peu en Afrique du Sud, beaucoup qui sont déjà exploités. Il y en a potentiellement du côté de Madagascar, etc. Mais on est quand même sur des volumes assez faibles. Si vous montrez le slide d'après, peut-être qu'on peut le mettre maintenant, ça pourrait compléter. Non, j'avais pas mis un autre slide avant. Il y avait quatre. Non, c'est les trois que j'ai, désolé. Ok, bon, bah, je pensais avoir mis un autre. Tant pis. Tant pis. Si, c'est le deuxième, regardez, vous allez zapper le deuxième, je crois. Non, je l'ai affiché tout à l'heure. Il est resté. On peut le laisser. Ah, voilà, Ah oui, voilà. Voilà. vous avez raison. Pardon, Exactement. autant pour moi. Donc, ça vous montre en fait la production par pays. En fait, vous voyez que là, donc, on est sur les terres rares, mais vous voyez bien apparaître ici que finalement, la grande majorité donc, vient d'une extraction chinoise. On a les Américains, donc les États-Unis, qui avaient commencé à extraire donc, dans la mine de Mountain Pass
les terres rares donc il y a un peu plus de 20 ans déjà, et puis qui avait arrêté à une époque pour des soucis environnementaux, et face finalement à l'enjeu économique et stratégique, ont relancé l'exploitation. L'Australie, qui se positionne de plus en plus comme un concurrent et un décideur de mines et d'extraction de terres rares, et puis le Myanmar, qui est finalement un peu l'antichambre chinoise hein, de l'extraction. Mais voilà que vous voyez bien que la partie autre, c'est-à-dire le reste du monde, elle est marginale sur les terres rares. Ouais, merci beaucoup. Avant de continuer, peut-être une dernière question du public que je vais prendre. On nous demande comment la Chine a pu industrialiser le process. Moi, ce que je comprends dans la question, dites-moi si j'ai mal compris votre question, Françoise, je vous parlais peut-être du process de raffinage, parce que c'est là où, comme le disait Stéphane, on a vraiment une véritable domination, un véritable monopole de la Chine. Peut-être vous pouvez nous dire comment s'est construit ce monopole. Peut-être que c'est historique en fait, Oui, ou il y a exactement. En d'autres fait, c'est raisons. historique, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'en fait, la Chine a investi en termes de recherche et développement dans les brevets, dans les procédés industriels. Donc, ils ont pris énormément d'avance sur le reste du monde. Et aujourd'hui, ils ont un contrôle. Ils contrôlent ce procédé industriel. C'est-à-dire qu'ils contrôlent la vente des brevets, l'utilisation des brevets. Donc voilà, il y a un blocage de propriété intellectuelle parce que, évidemment, la Chine veut garder son monopole. Voilà, donc c'est vraiment un investissement massif débuté il y a 40 ans pour être finalement l'acteur aujourd'hui majeur de ce marché. Euh, Ce que l'Europe, et on en reviendra peut-être tout à l'heure, en fait, là, le positionnement stratégique de l'Europe, c'est justement de continuer à investir notamment dans des filières de substitution ou de recyclage. Voilà, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que c'est aussi une volonté européenne de maximiser, d'utiliser toute la chaîne de valeur de production. Et donc, voilà. Donc, il y a des positionnements à prendre. Oui, il y a d'autres voies que celle de l'exploitation minière pure et dure, d'autres Exactement. gisements de terres rares peut-être à recycler. Mais ça, vous nous en parlerez tout à l'heure. Là, je vous propose qu'on repasse. Effectivement, c'est un webinaire ce soir où on aborde pas mal d'enjeux croisés différents. Je vous propose qu'on en revienne au climat qui est en creux et l'un des enjeux qui se pose derrière cette question des terres rares et derrière aussi cette offensive américaine de Donald Trump. On se souvient du Groenland pour les terres rares, pareil pour l'Ukraine également, dans l'Ukraine également. Juste, on peut aussi se souvenir que les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump, ce dernier a très vite affirmé qu'il allait de nouveau quitter l'accord de Paris sur le climat. Et ça pose quand même une question assez concrète de leadership en termes de climat, en termes international. Et du coup, je me tourne vers vous, Christian. Euh, Dans ce contexte-là, l'accord de Paris, on a bien vu avec les COP qui ont suivi la COP 21 en 2015, c'est compliqué. On se rend compte qu'on n'arrive peut-être pas à mettre en place les mesures ambitieuses aussi rapidement qu'il le faudrait. Dans ces conditions-là, est-ce que l'Union européenne, elle peut encore profiter de ce momentum qu'elle avait pu créer en 2015 pour garder le leadership climatique face à des États-Unis qui, pour le coup, ne sont plus du tout dedans? Oui, merci Sarah, merci. C'est une question compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le leadership climatique? Parce que, après tout, le leadership climatique, c'est avant tout des ennuis, des surcoûts, des sacrifices à faire pour réduire nos émissions de CO2. On préférait tous continuer notre croissance sans se préoccuper de nos émissions de CO2. Et tous les efforts que l'Europe peut faire pour réduire ses émissions de CO2, ça représente et un peu moins que 10% des émissions mondiales, ben, ça va bénéficier à l'ensemble de l'humanité, hein, donc essentiellement voilà, au reste du monde. Donc le leadership climatique, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, du point de vue moral, ben, il faut tout faire pour aller à zéro émission nette d'ici 20 ou 30 ans. Mais enfin, c'est plein de. Aujourd'hui, c'est avant tout des coûts avant d'être de la prospérité. Donc, le départ des États-Unis des accords de Paris, ben, c'est dans la suite logique. Hein, America First. America First, c'est on ne s'intéresse pas. Si les Américains ont à faire des efforts pour le bénéfice de non-Américains, ben non, on n'est pas d'accord. Donc, Trump est logiquement sorti des accords de Paris. Et ça, les économistes, si vous voulez, ils prédit dès le départ. Le problème depuis 30 ans, depuis 35 ans maintenant qu'on sait qu'on a un vrai problème, une vraie responsabilité envers les générations futures à qui on va laisser un climat qui va être rapidement détérioré, ben c'est que chacun espère ne rien faire et de profiter de l'effort des autres. On est dans une espèce de waiting game, hein, de la course de lenteur.
où voilà, on en fait le moins possible en faisant semblant d'en faire quand même. Hein. Ayons bien en tête que par rapport à 1990, les Européens ont réduit de 30-35% de leurs émissions de CO2. Les Américains ont réduit de 5% de leurs émissions de CO2 et les Chinois ont augmenté de 300% de leurs émissions de CO2. Donc les Européens sont les seuls, hein, et soyons clairs, les Européens, c'est la seule région du monde qui a effectivement fait des efforts de réduction des émissions de CO2 avec des marchés de carbone qui ont été un vrai frein, ou dans le sens inverse, qui a été un vrai accélérateur de la désindustrialisation européenne. Hein. Aujourd'hui, le prix du carbone sur ce marché-là, qui est payé par tous les industriels, c'est 75 euros la tonne de CO2. Ça augmente de 30 à 40% le prix le coût de fabrication de l'acier, qui est très émetteur de CO2. Hein, 8% des émissions de CO2 mondiales proviennent de la sidérurgie. Et donc, voilà, c'est un secteur qui est frappé de plein fouet par la politique climatique européenne qui impose aux sidérurgistes, puisque chaque tonne d'acier produit émet 2 tonnes de CO2, ça augmente donc de 75 euros la tonne de CO2, ça augmente de 150 euros le coût de fabrication de la tonne d'acier, étant donné que la tonne d'acier sur le marché international a un prix autour de 600 euros la tonne. Vous voyez que 150 euros de plus pour acheter des permis d'émission correspondant à cette production-là, ce n'est pas du tout marginal. Dans la compétition internationale de production d'acier, on a là un énorme problème. Donc, Oui, les accords de Paris ont été à un moment une bouffée d'espoir. Maintenant, il y a exactement 10 ans, on va fêter à Belém le 10e anniversaire des accords de Paris à l'occasion de la COP 30. Dans les accords de Paris, il n'y a aucune pénalité qui soit payée par les pays qui jouent cette course de lenteur. Et donc oui, aujourd'hui se pose vraiment la question pour les Européens, Sarah, de savoir qu'est-ce que les Européens doivent faire. Aujourd'hui, on est seul, on est pratiquement seul au monde. En 2025, le monde va continuer à augmenter ses émissions de CO2, malgré que l'Europe aura baissé, encore une fois, ses émissions de CO2 par rapport à l'année dernière. Mais globalement, d'autres ont remplacé la baisse de nos émissions en émettant plus. Donc voilà, aujourd'hui se pose vraiment la question de savoir est-ce que les Européens doivent faire stop ou encore est-ce oui. que, étant donné que les autres ne font rien, est-ce qu'on doit continuer à être les dindons de la farce, ce que je crois qu'on doit faire. Là, on a une responsabilité morale, mais de plus en plus de partis politiques dans l'Europe nous disent, attendez, mais qu'est-ce que vous faites, vous les experts, vous les politiciens, vous ne comprenez rien au problème des gens de la rue. Les gens de la rue, ils ont un problème numéro un, c'est leur pouvoir d'achat, et vous êtes en train de les matraquer avec des politiques climatiques. Et donc aujourd'hui en Europe, on est, euh, on est dans une situation où les politiciens à la tête de l'Europe sont en train de continuer à dire il faut aller à 55% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. Ça va faire un complément d'effort absolument massif dans les 5 prochaines années pour atteindre cet objectif, au même moment où ils se font grignoter politiquement par des partis populistes qui profitent Ouais, de cette absence de volonté du peuple. Le peuple, les citoyens ont bien compris qu'il y a ouais. un lien entre les émissions de CO2 et la détérioration des climats, mais ils ne veulent pas trop en faire. Et certains pensent d'ailleurs qu'on pourrait y arriver sans demander de sacrifices aux gens. Mais ça, Ouais, c'est cette pas question vrai. est très intéressante et on y reviendra. Je pense qu'on y reviendra dans quelques minutes. Effectivement, la question du coût de la transition climatique sur lequel vous avez vraiment précisément travaillé, effectivement, et le boulevard, malheureusement, que cela laisse à toutes sortes d'extrêmes. Mais avant d'en arriver là, je voulais vous poser une autre question. Euh, Est-ce que vous pensez on aurait pu formuler, encadrer l'accord de Paris différemment? Déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être le rendre un petit peu plus contraignant déjà, pour justement permettre un nivellement par le haut plutôt que par le bas dans les engagements climatiques. On avait un petit peu échangé à ce sujet. Vous Oui. aviez d'ailleurs signé une ou deux tribunes dans le monde à ce sujet-là. Donc, avec Jean Tirole, mon collègue prix Nobel d'économie de la School of Economics, on avait écrit plusieurs articles dans Le Monde, d'ailleurs à l'époque, avant les accords de Paris, en disant mais les accords de Paris, ce qui était en train de se préparer, c'était quand même un accord à minima. Et reconnaissons hein, que les mécanismes de l'UNFCCC, l'organisation internationale pilotée par l'ONU
en charge de coordonner les négociations internationales. Ayons bien en tête que les décisions qui se prennent dans ces instances-là doivent se faire à l'unanimité. L'Arabie saoudite a un droit de veto, la Russie a un droit de veto. Donc, évidemment, dans un mécanisme où on a besoin d'unanimité, évidemment qu'on c'est un nivellement par le bas. On va choisir les efforts qui est compatible avec le moins-disant. Donc, une des possibilités aujourd'hui, c'est de dire au fond, abandonnons peut-être et je sais que là, je touche à un tabou, hein, mais pourquoi ne peut-être est-on arrivé au bout de la logique des COP, de l'unanimité. Peut-être faut-il basculer dans un changement stratégique où on fait une coalition of the willing en anglais, une coalition de volontaires, des pays qui veulent aller de l'avant, l'Europe, le Canada, l'Australie, le Japon, peut-être la Chine et certains pays en développement si on leur fait des compensations, s'ils acceptent de rentrer dans cette coalition, une coalition qui accepterait de poursuivre les efforts au même rythme que les Européens nous le font, avec, pour parler simplement, un prix du carbone au sein de la coalition, 50, 75 euros, comme on les a aujourd'hui sur le marché de permis d'émission européen. Ça permet à l'intérieur de la coalition de ne pas avoir de compétition déloyale, hein, parce que vous l'avez bien compris dans mon exemple de l'acier tout à l'heure, imposer aux sidérurgistes européens d'acheter des permis à 75 euros la tonne de CO2, alors que ces sidérurgistes sont en concurrence sur le marché de l'acier avec d'autres entreprises extra-européennes qui exportent dans notre pays de l'acier qui, lui, n'a pas payé ce prix du carbone. Au sein de la coalition, toutes les nations au sein de cette coalition accepteraient d'imposer à leurs industriels le même prix du CO2, si on rétablit une espèce de justice, une équité sur le marché des biens, et pour protéger la coalition du mauvais comportement des pays qui refuseraient d'y rentrer, qui refuseraient d'imposer des pénalités aux pollueurs, à leurs pollueurs, on imposerait ce que l'Europe va faire d'ici le 1er janvier 2026. Ce sont des ajustements carbone aux frontières qui fera en sorte que tout pays non membre de la coalition qui voudrait nous exporter de l'acier devrait payer aux frontières de l'Europe un ajustement carbone aux frontières qui se ferait qu'en fait, ces producteurs étrangers paieraient dans les caisses de l'Union européenne ou dans les caisses de l'Union de cette coalition, ce prix du carbone payé aussi en interne. Et on pourrait utiliser cette taxe aux frontières, si vous voulez, pour inciter les pays du Sud à nous rejoindre, parce que cette taxe pourrait abonder, à travers le revenu fiscal qu'elle générait, elle pourrait abonder un fonds qui pourrait être utilisé pour aider les pays en développement à leur transition, de les compenser pour les dommages climatiques. Vous savez que c'est un grand sujet de blocage au sein des COP depuis plusieurs années maintenant. Alors, on pourrait organiser cette coalition et peut-être autoriser les pays du Sud à démarrer avec un prix du carbone plus faible, parce qu'effectivement, imposer aux pays africains, par exemple, un prix du carbone de 75 euros, c'est sans doute un peu compliqué pour elles. La marge d'escalier est un petit peu trop élevée. Et donc, on pourrait aussi dire aux pays africains qui accepteraient de rentrer dans la coalition, OK, vous rentrez dans la coalition, on ne va pas vous faire passer, donc, imposer de l'ajustement aux frontières. C'est un cadeau qu'on vous fait, malgré que vos propres industriels de la sidérurgie payeront peut-être pas 75 euros, mais des marrons à 30 ou à 20 euros, avec l'idée on convergerait sur le long terme à un prix unique du carbone au sein de la coalition. Et voilà. Et ça, c'est aussi un système incitatif pour que les pays qui refusent d'être ambitieux sur le climat, refusent de rentrer dans la coalition, d'être fortement pénalisés dans leur relations commerciales avec leur coalition, puisqu'évidemment, leurs producteurs qui veulent nous importer des produits vont devoir payer cette taxe carbone, ce prix du carbone, mais au lieu que ce prix du carbone aille dans les caisses des pays qui produisent ces biens, ce prix du carbone va être collecté par les membres de la coalition. Et donc, pour eux, ils perdent deux fois. Oui. D'abord, finalement, ils n'ont pas d'avantage compétitif parce qu'ils ne payent pas le prix du carbone dans leur pays, mais donc ils n'ont pas cet avantage comparatif puisqu'on va leur faire payer à la frontière. Et puis, en plus, ils ne peuvent pas collecter le revenu fiscal lié à la tarification du carbone qui pourrait leur permettre de faire d'autres choses. Et nous, ce sont les Européens qui vont collecter ce prix et ils vont pouvoir l'utiliser pour leurs propres besoins.
Oui, c'est donc un instrument économique qui serait vraiment très intéressant et qui du coup a l'intérêt d'être asymétrique. On n'a pas besoin que tout le monde soit à bord pour Voilà, que c'est ce ça. On n'a plus soit besoin d'unanimité. efficace. On part avec les pays qui sont ambitieux. On abandonne Mhm. l'idée Oui, d'avoir l'Arabie saoudite et la Russie dans un accord international sur le climat. On refuse leur droit de veto, on les abandonne à leur triste sort et puis ils vont payer des ajustements carbone très importants en tant que non-membres de la coalition qu'on espère pouvoir récupérer les États-Unis en 2028 au moment où ils les éliront le on prochain espère. président qui aura peut-être un peu plus d'intelligence climatique. On espère. On a pas mal de questions sur les zones humides et comment ces zones humides peuvent stocker le carbone. Je voulais dire que je suis désolée, c'est pas du tout l'enjeu de notre webinaire. Donc, bah, si vous voulez, Oui, on pourra vous donner des articles The Conversation qui répondent en partie à ces questions, mais ce sera pas dans le cadre de ce webinaire. Voilà, juste pour répondre aux personnes qui ont posé ces questions-là. Et je vais continuer un petit peu sur l'économie avec Christian pour une dernière question encore. Du coup, vous allez publier cet ouvrage sur l'inaction, le coût de l'économie, le coût de l'inaction climatique, économie de l'inaction climatique. Et dans cet ouvrage, vous vous livrez à plusieurs petits calculs où finalement vous montrez à quel point arbitrer entre que ce soit les grandes décisions comme par exemple est-ce qu'il faut prioriser telle ou telle mesure, par exemple, je sais pas, l'installation de pompes à chaleur dans les logements, telle ou telle mesure de mobilité urbaine, ou même les fameux petits gestes pour la planète qu'on connaît tous, et ben, vous montrez que finalement, c'est pas évident de mener ces arbitrages. Il y a plein d'hypothèses différentes. Peut-être en un ou deux exemples, sans faire trop long, nous dire pourquoi c'est compliqué cette question. mais bon, je vous ai expliqué que la transition énergétique va être coûteuse. Remplacer des sources d'énergie fossiles qui ont fait la prospérité de l'Occident depuis 2 siècles par des sources d'énergie renouvelables, même si effectivement le coût de l'électricité éolienne et solaire ont beaucoup baissé depuis une vingtaine d'années, les batteries aussi. Le problème de l'intermittence, et on l'a bien vu avec le blackout espagnol le mois dernier, même si on n'a pas encore une idée complètement définitive sur l'origine de ce blackout, on voit bien que c'est très compliqué de gérer un mix électrique complètement décarboné, en particulier si on refuse le nucléaire. Et je propose de ne pas rentrer dans le débat sur le pour ou contre nucléaire, mais en particulier quand on refuse le nucléaire, avoir un mix électrique complètement décarboné, c'est très coûteux malgré que les sources de production primaires, les éoliennes et solaires, sont très peu coûteuses. C'est parce qu'il faut compléter ces sources par un système de stockage d'électricité. Et ça, en fait, ça fait une très forte augmentation du coût de production. Donc remplacer des sources, aujourd'hui, on peut extraire du pétrole et transporter du pétrole d'Arabie Saoudite pour 5 dollars le baril. On le paye 70 ou 80 dollars aujourd'hui, mais l'Arabie Saoudite pourrait le vendre encore à 20 dollars tout en faisant encore un profit. Donc la capacité de réaction compétitive des énergies fossiles est très importante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le charbon, où tout le monde pense en France que le charbon, on n'en consomme presque plus, mais au niveau mondial, on consomme 2 fois plus de charbon qu'en l'an 2000 aujourd'hui au niveau mondial, hein, parce que plein de pays ont plein de réserves de charbon et ça coûte très peu cher de l'extraire et ça produit énormément de chaleur de façon très, très, très simple à mettre, c'est très simple à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, voilà, c'est les alternatives à tout ça. Je vais expliquer un tout petit peu la sidérurgie. Vous avez un très intéressant article dans Le Monde aujourd'hui qui parle d'une nouvelle installation de production d'acier en Suède qui sera opérationnelle à partir de la prochaine, qui émettrait 95% fois moins de CO2 que nos hauts fourneaux de Dunkerque ou de la Ruhr. Euh, voilà, tout ça est très coûteux. Remplacer du kérosène fossile par du kérosène produit par de l'hydrogène vert, ça coûte 5 à 10 fois plus cher. Euh, je prends des petits gestes. Alors, il y a des petits gestes qui sont pas mal. Installer une pompe à chaleur quand vous êtes habité à la campagne, le problème de pompe à chaleur, c'est le bruit, hein, et puis la place que ça prend. Ben moi, je suis équipé d'une pompe à chaleur, j'ai réduit de 3 quarts ma consommation d'énergie primaire côté chauffage. Mais voilà, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher par tonne de CO2 évité. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Je vous ai parlé des partis populistes tout à l'heure. Comment
comment atteindre l'objectif de décarbonation de la France et de l'Europe au moindre sacrifice pour les citoyens. C'est ça la question fondamentale. Et aujourd'hui, force est de constater que parmi les 200 politiques climatiques mises en place en France, de ma prime rénov, le bonus écologique de la voiture électrique, les subventions pour l'acier vert, les subventions pour l'usage du vélo par les salariés, j'en passe et des meilleurs. Il y a des tas de choses qui sont très utiles et il y a des tas de petits gestes qui ont très forte efficacité en termes de réduction d'émissions de CO2. Hein, moi, je prends mon vélo, je fais 40 Oui, km tous les jours, aller-retour pour aller au travail. C'est un super truc, en fait. Hein, ça me, voilà. Mais donc il y a des petits gestes qui sont très efficaces en termes de, même si ça réduit peu, je réduis de 2 tonnes mes émissions annuelles de CO2 en prenant mon vélo plutôt que ma voiture, mais quand même 2 tonnes ça compte. Hein. Il faut falloir aller chercher ces réductions d'émissions de CO2. On va 55% en 2030, c'est pas rien du tout. Hein. Et 90% de réduction en 2040, c'est énorme. oui, Et 100% en 2050, il va falloir les chercher avec les dents. Hein. Et oui, donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment atteindre l'objectif de 55% dans 5 ans, au moindre sacrifice pour les gens. Parce que hein, finalement, on parle de sacrifice, alors je vous ai parlé de petits gestes. Rappelez-vous, la Convention citoyenne pour le climat oui, 2021, première proposition rejetée par Macron, c'est réduire la vitesse maximum sur autoroute de 130 à 110 km/h. Alors, vous verrez dans mon livre, j'ai fait de petits calculs, je l'ai fait aussi dans différents articles que j'ai publiés depuis 5 ans, enfin depuis un certain oui, nombre d'années dans la ouais, presse. merci. En fait, la voiture thermique, elle est à peine plus efficace en 110 km/h qu'à 130 km/h. Donc, les gains que vous produisez en termes de réduction de la consommation et donc en termes de réduction des émissions est très faible par rapport à la perte de temps. Et quand vous valorisez la perte Oui. de temps à la valeur, on peut en discuter, Si je peux me voilà, permettre de reformuler, ça conduit à un coût par tonne de CO2 évité très élevé. C'est un petit geste très peu efficace. Si vous voulez vraiment réduire vos émissions de CO2 liées à votre mobilité, ne réduisez pas de votre vitesse sur l'autoroute. Prenez une voiture électrique, prenez des transports en commun, prenez le train ou prenez le vélo. Mais réduire sa vitesse au volant, ça, sur les autoroutes. Hein. Sur les nationales, c'est un peu différent parce qu'il y a des problématiques de mortalité et de pollution locale, oui. c'est un peu différent. Mais sur les autoroutes de 130 à 110, ça sert vraiment à pas grand-chose, sauf à vous rendre peut-être plus heureux de vous dire que vous faites un petit geste pour l'humanité. Merci beaucoup, Christian. C'est vrai que là, ce que vous avez expliqué avec pas mal d'exemples assez détaillés, c'est que effectivement, tout se résume un petit peu à une analyse un peu coût-bénéfice, c'est-à-dire combien ça nous coûte et combien de tonnes de CO2 évitées au global ça permet. Et plutôt que de tout lancer en se disant, ou lancer des choses très coûteuses en se disant on a bonne conscience, c'est efficace, plutôt juste regarder qu'est-ce qui est le plus efficace. Et c'est vrai que l'exemple de l'autoroute que vous avez donné, c'est vrai que c'est un point où on peut avoir des convergences aussi avec un enjeu de sécurité routière. Bon, euh, peut-être peut-être juste pour continuer un petit peu sur cette question-là, revenir sur cette question de la perte de compétitivité économique que ça peut entraîner pour l'Union européenne, justement d'être un petit peu trop à l'avant-garde, enfin trop, est-ce qu'on peut être trop à l'avant-garde des questions climatiques? Je ne pense pas. Comment on fait ça? Comment on gère cette éventuelle perte de compétitivité économique en préservant ces enjeux de souveraineté? C'est une question que je vais vous poser, Christian, et je vais également l'adresser à Stéphane juste après. Peut-être l'un et l'autre en quelques phrases. Oui, merci Sarah. Donc, pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, vous avez 36 solutions. Hein. Vous avez demandé gentiment aux gens de réduire leurs émissions de CO2, de consommer moins de produits carbonés, d'acheter une voiture électrique, de faire des petits gestes. Non, je viens de donner quelques détails. Mais ça va pas loin parce que finalement, on dit ça aux gens depuis 30 ans et en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Et les vrais impacts de réduction d'émissions de CO2 en Europe, ils ont été faits par des politiques qui ont pénalisé les émetteurs de CO2. On a appliqué le principe pollueur-payeur. On a ce marché de permis d'émission depuis 2005 hein, qui couvre l'ensemble des émissions de CO2 du secteur industriel et du secteur électrique. On va bientôt, en 1er janvier 2027, installer un deuxième marché de permis sur la mobilité. Donc, à partir de 2027,
vous allez payer une taxe carbone européenne sur l'essence que vous achetez à la pompe ou le mazout que vous achetez pour vous chauffer. Et ça a eu un vrai effet. Les entreprises ont eu une vraie incitation à réduire leurs émissions de CO2. Le problème que ça a conduit aussi, ça a conduit au fait que les entreprises ont affronté des coûts supplémentaires parce que soit ils ont fait des efforts de décarboner et ça a conduit à une augmentation des coûts parce qu'ils ont dû faire des investissements coûteux pour capter les CO2 à leur cheminée, pour mettre des filtres, pour faire 36 choses en fait qui sont coûteuses. Donc ils ont une augmentation de leurs coûts ou bien ils n'ont pas fait d'efforts et ils ont payé un prix. Ils ont dû acheter ces permis d'émission sur le marché. Dans les deux cas, ils ont une augmentation des coûts par rapport à leurs concurrents étrangers. D'accord? Et ça, c'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale d'avoir une entreprise qui fait des efforts pour l'humanité en réduisant ses émissions de CO2, qui est en concurrence sur le même marché avec d'autres entreprises qui n'ont, eux, qui n'affrontent aucune pénalité. Et donc, ça a conduit, ça a contribué assez fortement à la désindustrialisation de l'Europe. Et Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'Europe doit sortir de affronter ça? ça. Est-ce que c'est possible de mettre en place des politiques pas trop compliquées à mettre en œuvre qui luttent contre cet effet qui est juste lié à l'économie, en fait? Donc, le Green Deal européen, le pacte vert européen, qui a été voté par la législature précédente du Parlement européen avant l'élection de juin 2024, ce pacte vert a été voté et dans ce pacte vert, vous avez eu un mécanisme qui va être mis en place à partir du 1er janvier 2026, qui sont ces fameux ajustements carbone aux frontières. C'est-à-dire que D'accord. le sidérurgiste brésilien qui veut vendre de l'acier en Europe va devoir acheter, quand son acier franchit la frontière à Rotterdam ou à Marseille ou à Fos-sur-Mer, que sais-je, il va devoir payer aux douaniers français ou aux douaniers européens le même prix du carbone qui a été nécessaire pour produire au Brésil l'acier qui arrive dans nos ports, et de manière à ce que ces sidérurgistes brésiliens, chinois, japonais ou que sais-je, ont affrontent le même coût de décarbonation que Hmm. l'on impose à nos producteurs locaux. Et ça, D'accord. normalement, donc ça va être mis en place à partir du 1er janvier 2026. Ça va mettre 10 ans à effectivement pouvoir arriver au niveau complet de rééquilibrage d'une concurrence loyale dans le commerce international. Donc, on va avoir 10 ans encore très compliqués, mais ce qui est certain, c'est que si l'Europe ne parvient pas, dans un monde où finalement on a beaucoup de pays qui refusent de faire de vrais efforts de décarbonation de leur industrie, ça ne va pas être possible que les Européens continuent à être seuls droits dans leurs bottes, comme on dit, parce que la conséquence de ça, ça va être la désindustrialisation définitive de l'Europe et la mise sous tutelle des pays européens par des empires économiques qui nous dépasseront. D'accord, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée une perspective qui est un peu ouais, qui donne un peu le tournis. Stéphane, du coup, je profite pour faire un peu la transition sur les ressources minières. Effectivement, peut-être que vous souhaitez également réagir à cette question-là. Je vous propose de d'abord répondre à une autre question qui est un petit peu plus liée à ce sommet des Nations Unies sur l'océan qui vient de se terminer à Nice. Vous avez travaillé sur une expertise sur la valeur des ressources des océans. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est vrai que ce rôle d'ambassadeur de l'environnement, qui est un petit peu né dans le sillage de l'accord de Paris, la France se l'est un peu approprié pour les océans ces dernières années. Et c'est vrai que si je reste dans les océans sur l'exploitation des fonds marins, toujours avec Donald Trump, on a un autre événement d'actualité assez récent qui est le décret présidentiel de Trump qui autorise l'exploitation de ressources minières dans les fonds marins alors que normalement, c'est des juridictions internationales et c'est l'AIFM, qui est une agence de l'ONU, qui normalement légifère sur cette question. Donc, on se pose un petit peu cette. Voilà. Donc, la question que je vous pose, c'est peut-être savoir un petit peu plus dans le cadre de votre expertise dans l'UNOC, comment on calcule la valeur économique des océans et est-ce que cette valeur-là, elle est que économique? Très bien. Oui, alors, oui, en effet, ça fait là maintenant 2 ans qu'on est sur une expertise donc avec l'IRD mandaté par le ministère chargé de la mer sur finalement un état des connaissances scientifiques justement des grands fonds marins et notamment sur la zone Pacifique. Parce qu'il faut situer la France.
pour savoir, c'est que la France a le deuxième espace maritime mondial. Et donc forcément, d'un point de vue potentiel ressources, et notamment en termes de métaux critiques, avec notamment ce qu'on appelle les nodules polymétalliques qui sont dans les fonds marins, on a potentiellement finalement des ressources naturelles et donc des métaux critiques qu'on pourrait exploiter. La question qui se pose, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Et là, ça rejoint un peu la question d'avant sur laquelle Christian a répondu, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met comme quel est le premier argument qu'on met en avant? Et la France et l'Europe, pour moi, doit jouer un rôle d'ambassadeur et de diplomate environnemental et écologique. Alors évidemment, comme l'a très bien dit Christian, c'est-à-dire que si on met trop en avant ce côté écologique, environnemental, et que finalement on est les seuls à le faire, eh ben, on va désindustrialiser, on va devenir moins compétitif et économiquement, on va perdre. Parce que décarboner, c'est facile. On peut décarboner l'économie si on accepte de la décroissance, par exemple. C'est-à-dire qu'on restructure l'économie, on a un horizon décarboné et on satisfait tous les objectifs. Maintenant, si on est seul, c'est compliqué. Alors, dans les grands fonds marins, la question, c'est évidemment c'est la valorisation de cette ressource-là. C'est pas notamment si on se focalise sur l'usage minier, c'est qu'aujourd'hui, on connaît très peu les grands fonds marins, hein. On a peu de connaissances et donc il y a beaucoup de spéculation. Aujourd'hui, les grands fonds marins, c'est un peu le nouveau Far West. C'est le nouveau Far West, c'est-à-dire qu'en fait, on fantasme les potentielles ressources et on fait face encore à une différenciation entre un gouvernement français qui vise plutôt sur du moratoire, c'est-à-dire voilà, on attend de voir tant qu'on ne sait pas et tant qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Et puis, par exemple, les États-Unis qui disent, bah non, on va y aller. Et à l'encontre, comme tu l'as très bien dit, Sarah, des protocoles et des juridictions. C'est-à-dire que après tout, on y va et on exploite ce que la Chine a déjà fait. Et donc, là, pour le coup, on n'a pas d'autorité forte qui a les capacités de contrôler et de réguler aujourd'hui. L'IFM n'a pas les moyens pour faire cela. Et donc, on se retrouve dans une situation très difficile. Euh, pour ce qui est de la valeur économique, bah, c'est très compliqué parce que imaginez que vous êtes dans une zone de ressources où il y a autre chose que l'économie en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que la ressource. On a des valeurs patrimoniales, on a des valeurs culturelles, on a des croyances sur les populations, il y a la valeur de la biodiversité. En économie, on parle souvent aussi de ce qu'on appelle des valeurs quasi optionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui nous dit que potentiellement, on découvrira avec le progrès technologique, avec l'avancée des connaissances, avec l'avancée de la recherche, que potentiellement, dans les grands fonds marins, il y a quelque chose qui existe aujourd'hui, qui n'a pas de valeur aujourd'hui économiquement, parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a rien, mais qui dans 20 ans sauvera d'une maladie ou permettra la croissance autre chose. C'est-à-dire que ne pas exploiter, c'est créer de la richesse. C'est ça qu'on fait dans un premier cours de macroéconomie de première année, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on ne produit pas qu'on ne crée pas de richesse. Et donc, garder ce stock, ce capital potentiel à la fois en termes de biodiversité, de séquestration carbone, de ressources naturelles, et ben, ça a une valeur. C'est une valeur qu'on ne peut pas mesurer monétairement, parce qu'il n'y a pas d'économie là-dessus, mais c'est une valeur. C'est une valeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout le débat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec nos collègues de l'IRD, hein, donc c'est une expertise, je vous invite, il y a sur le nouvel observateur de la semaine dernière, on avait une infographie générale sur les usages. La volonté, c'est de se mettre derrière la seule chose qui aujourd'hui peut faire consensus à l'international, c'est la valeur scientifique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de fantasmer, il faut arrêter de lancer des informations à tout va, comme peut faire le gouvernement de Trump, et se baser sur les connaissances. Et aujourd'hui, les connaissances, on en connaît très peu. On en connaît très peu. Et donc, il faut se préserver. Et je pense que l'argument, c'est de se mettre derrière, évidemment, l'environnement et le souci écologique et le souci humain. Il faut penser à l'homme derrière tout ça et aux sociétés. Et que on ne peut pas, et ça, c'est aussi une conclusion souvent que j'aime donner, c'est-à-dire que pourquoi aller exploiter dans les grands fonds marins alors qu'on a déjà suffisamment de mines sur le sol terrestre et que si c'était pour une société écologique, environnementale, en disant, bah voilà, on n'impactera pas l'environnement comme on le fait sur Terre, ça sera minime. Et donc, il y a une volonté, ce que je ne crois pas du tout, mais de substitution, soit, mais là, on n'est pas du tout dans la substitution, on est dans l'additionnalité supplémentaire d'extraction minière de ressources économiques, et il y en a assez de mettre la finance en avant, quoi. Aujourd'hui, il y a autre Hmm. chose. Merci beaucoup, Stéphane. Je vois que Christian voulait réagir. Je vous propose de réagir dans un instant, parce que j'aimerais bien, je vois que l'heure tourne beaucoup plus vite que ce que je redoutais, et j'aimerais bien donner un petit peu la parole à Sherazade Daïtar pour nous parler un petit peu des enjeux liés au traité sur la pollution plastique et de manière plus générale sur la corruption environnementale et les défis que pose la négociation de ce genre de traité. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, juste dans 5 minutes. Du coup, Sherazade, euh, alors la question, du coup, on l'a effleuré tout à l'heure en parlant de l'accord de Paris. On voit que le cadre multilatéral de l'ONU, qui est privilégié aujourd'hui pour aboutir à des décisions globales en matière de protection de l'environnement, on voit il est un peu compliqué. On a ces négociations sur la pollution plastique qui
qui se déroulent depuis quelque temps, qui n'ont pas abouti l'an dernier à Busan, qui vont reprendre à Genève, il me semble, en août. Euh, et vous avez justement signé un article sur The Conversation à ce sujet l'an dernier, où vous parliez un petit peu du pouvoir d'influence que le lobby pétrolier pouvait avoir, comme lors des COP. Et vous l'évoquiez également dans un autre ouvrage que vous avez signé l'an dernier, qui s'appelle Manifeste contre la corruption environnementale. En tant que juriste, vous connaissez bien les leviers que peuvent actionner ces grandes entreprises pour ne pas respecter le droit. Donc peut-être pouvez-vous nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, euh, et, et c'est quoi cette corruption environnementale et pourquoi c'est un problème vraiment transversal. On parle de climat, de pollution plastique, d'exploitation minière, de protection des océans. Merci, La question a Sarah. été longue, désolée. Merci Sarah. Alors, concernant l'article, je ne pourrais pas répondre à tout. Si vous mettez le lien, comme ça, les personnes pourront directement aller lire l'article où j'avais expliqué les dessous un peu du traité pour la Convention plastique. Il y avait une résolution pardon, de l'ONU qui a été prise en 2022 pour mettre en place un traité juridiquement contraignant pour réduire la pollution plastique d'ici à 2040. Normalement, le traité juridiquement contraignant devait aboutir en 2025. Il n'a toujours pas eu lieu. J'ai eu la chance de participer à ces travaux, notamment dans le volet commerce international. Et j'explique tout dans cet article. Donc, allez le lire, vous aurez les réponses. Et en ce qui concerne la corruption environnementale, alors oui, j'ai publié l'an dernier un livre, le Manifeste contre la corruption environnementale, pour expliquer en fait que cette corruption environnementale, elle vraiment elle consiste à corrompre les fonctionnaires, les entreprises ou à utiliser des influences politiques pour échapper aux strictes règles du droit de l'environnement. Donc, ça permet quoi? Ça permet une exploitation abusive des ressources naturelles pour des gains personnels aux dépens de notre société et de notre écosystème. Et on trouve cette corruption environnementale dans les exploitations minières, dans l'industrie pétrolière, la déforestation, la pêche illégale, le commerce des espèces sauvages, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la liste est longue. Et par exemple, l'octroi de permis et de licences peut impliquer les dessous de table pour contourner les règles. La collusion entre entreprises et gouvernements va éviter les réglementations, on va contourner la réglementation, on va falsifier des études environnementales pour minimiser les impacts négatifs des projets. Donc, c'est très, très lourd. J'y ai été confrontée personnellement parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années en Asie du Sud-Est, notamment au Cambodge, en Birmanie, donc au Myanmar, où j'étais justement au Myanmar, par exemple, vous en parliez tout à l'heure. Moi, j'étais pendant un an à l'ambassade d'Angleterre dans le service économique. Donc, j'étais conseillère directrice adjointe du service économique. Et à l'époque où j'y étais, c'était en 2013, le gouvernement distribuait les blocs de pétrole. Et je vous assure qu'il y a eu un lobby qui a été fait par l'ambassade d'Angleterre, qui est la plus grande ambassade de Grande-Bretagne, la plus grande ambassade au Myanmar, puisque c'est une ancienne colonie anglaise. Et évidemment, c'était, je crois, le groupe GB qui a remporté les blocs de pétrole, le plus de blocs de pétrole. J'ai vu un petit peu ce qui a été fait. Alors, pourquoi c'est transversal? Mais tout simplement parce que tous les secteurs environnementaux sont exposés à cette corruption. Et alors, la corruption environnementale, ce n'est pas un mot que j'ai inventé. Il existe surtout dans le langage anglo-saxon, mais très, très récemment, il a été mis en ligne sur le site du Conseil de l'Europe par le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe, le GRECO, qui a incité et qui a invité les États membres du GRECO à agir de façon très, très vive pour lutter contre cette corruption environnementale. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a des conséquences dramatiques à court terme et à long terme. Elle favorise donc la surexploitation des ressources naturelles. Un extrait aussi a été publié dans The Conversation sur l'île de Nauru. Donc, allez lire l'article. Il explique vraiment comment c'est emblématique l'île de Nauru. L'île de Nauru, rapidement, c'était un gisement de phosphate. C'était la corne d'abondance avec du phosphate à 70% qui recouvrait l'île. Il y a eu une surexploitation avec des contrats pour exploiter le phosphate. Juste qu'il n'y ait plus rien, l'île a été détruite et ça a entraîné un cycle infernal de destruction de l'environnement, de la santé, de l'économie. Allez lire l'article que j'ai écrit, il explique tout. Donc, les conséquences sont vraiment globales, santé publique, économie est déstabilisée, et ce qui fait que, oui, il faut prendre le mal à la racine et lutter déjà contre cette corruption ou contre des lobbies très puissants, parce que quand on a 1 000 milliards de dollars
pour mettre dans les lobbies pétroliers et qu'on n'a pas dans les ONG environnementales, on comprend à la fin les décisions, les directives qui sont mises. C'est pareil pour la pollution, c'est pareil pour dans le domaine du plastique. Ouais. Peut-être que Stéphane veut dire un mot là-dessus. Je ne connais pas très bien l'industrie du plastique, j'avouerai, donc je ne pourrais pas trop te compléter, mais je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il il faut faire attention à, et on rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'une politique unique qui serait confrontée à une vision internationale différente, avec des acteurs différents qui soient à la fois du lobbying donc institutionnel, mais aussi industriel, bah, finalement, ça complexifie énormément les choses. Et donc, forcément, il faut pas être naïf. Et on voit bien qu'il y a dans tous ces marchés-là qui suscitent énormément de richesses, de potentielles richesses, il y a du lobbying, il y a des collisions. Et c'est très compliqué d'avoir à la fois, donc si on retourne sur les grands fonds marins ou sur les zones, avoir un garde-fou international. Voilà, ça c'est difficile, c'est le garde-fou international qui va assurer la réglementation, qui va avoir les moyens d'assurer cette réglementation. Et tu le disais très bien, chez Razad, hein, c'est-à-dire que si on donne, si le delta entre ce qu'on donne à une exploitation et ce qu'on donne aux armes, aux politiques ou aux institutions pour combattre, et si c'est dérisoire, ça ne servira à rien, quoi qu'il arrive. Ça sera inefficace. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, Sherazade, est-ce que cette corruption, il faut la considérer peut-être en poussant un petit peu en tirant un petit peu le trait, comme une forme de criminalité environnementale, peut-être au même titre que, je sais pas, les contrefaçons ou même le trafic de drogue? Et qu'est-ce que ça implique pour l'action climatique? Est-ce que finalement, c'est de l'argent perdu pour la transition? Alors justement, non, on ne peut pas, juridiquement, je précise, on ne peut pas considérer que cette corruption, c'est une forme de criminalité environnementale parce que c'est une corruption et donc en droit français, c'est un délit pénalement réprimé. Dans le monde, c'est un délit, la corruption, et c'est très distinct de la criminalité. Elle fait partie de ce qu'on appelle les atteintes à la probité, donc qui sont des délits identifiés dans le code pénal, comme les pots de vin, détournement de fonds, favoritisme, blanchiment d'argent, népotisme. Voilà, ça rentre dans cette catégorie-là. Elle n'est pas une criminalité environnementale en soi, mais c'est ce qui en fait le carburant. Et sans elle, la majorité des crimes contre l'environnement ne pourraient pas se réaliser, surtout dans les réseaux transnationaux, puisqu'elle neutralise les régulations, elle privilégie, elle protège les auteurs des crimes environnementaux, elle affaiblit l'état de droit et la souveraineté environnementale. D'ailleurs, là aussi, vous peut-être le mettre dans les liens, j'avais publié en 2020 un article dans Le Monde du droit qui expliquait les liens entre la corruption et la criminalité environnementale. C'est pour ça, d'ailleurs, suite à cet article que j'avais écrit en 2020, j'ai eu beaucoup de questions et j'ai donc écrit mon manifeste l'an dernier. Donc, c'est une infraction qui est vraiment propre au col blanc. Elle est très difficile à prouver, comme toutes les corruptions d'ailleurs, puisque c'est le monde du silence, hein, c'est l'omerta. Et donc, elle est vraiment liée à la criminalité environnementale. Et ce qui est important, c'est qu'elle va favoriser pratiquement à hauteur de 70% la criminalité, 70, même 72%, la criminalité environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est la troisième activité, la criminalité environnementale, la troisième activité criminelle transnationale la plus lucrative. On connaît très bien le trafic de drogue, qui génère 344 milliards de dollars de profit pour la criminalité. On connaît très bien la contrefaçon, donc qui est deuxième, à 288 milliards de dollars de profit aussi pour les criminels. Et on a la criminalité qui est juste en dessous. Maintenant, elle est à 280 milliards de dollars. Quand j'ai écrit mon article en 2020, elle était en 4e position. Et il y a 10 ans, on n'en parlait pratiquement pas. Ce qui fait qu'elle monte, elle monte, elle monte. Pourquoi? Parce qu'il y a une devise, c'est profit élevé et peu de risques. Je vais vous donner quelques exemples rapidement de ce que c'est que la criminalité environnementale en chiffres. Trafic de cornes de rhinocéros. La corne de rhinocéros, c'est de la kératine. La kératine, ça vaut rien, hein, c'est du cheveu, on en a tous au bout des ongles, on en a tous sur la tête. Une corne de rhinocéros, ça vaut 250 000 dollars.
contrefaçon, la contrebande donc les gardes forestiers sont payés 5 000 $ pour aller chasser le rhinocéros et les tuer. Un exemple, en 2010, un ministre vietnamien a dit qu'il a été sauvé de la corne de du cancer, d'un cancer, parce qu'il avait pris de la corne de rhinocéros. C'est utilisé pour de la santé, pour aussi des effets sur la libido. Rien n'est prouvé. Quand ce ministre a fait cette déclaration, il y a eu 9000% d'augmentation du trafic de la corne de rhinocéros. Alors, il y a la corne de rhinocéros, mais il y a aussi chez nous le trafic de déchets. Un exemple, les déchetteries de Paris, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de novembre dernier, plusieurs déchetteries, donc employés ont été condamnés parce qu'il y avait de la corruption, c'est-à-dire que les entrepreneurs du bâtiment doivent aller normalement déposer leurs déchets du bâtiment dans les déchetteries privées. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont été dans les déchetteries publiques, collectives, qui sont gratuites. Pour ça, ils ont passé des petits billets. Alors, les petits billets, ça a été estimé à 250 000 €, c'est pas rien. Et le coût estimé pour la ville de Paris pour gérer ces déchets est estimé à 17 millions d'euros. Donc, c'est 17 millions d'euros de pertes pour la ville de Paris pour gérer ces déchets supplémentaires. Donc, on le voit, la criminalité environnementale, la corruption permet cette augmentation de la criminalité environnementale, de la délinquance environnementale en France. Et c'est assez terrible en fait, parce que il y a déjà au niveau des magistrats ou du personnel, tout le monde n'est pas formé pour vraiment distinguer cette corruption. Et puis il y a un tel silence autour de ça. On commence très peu à en parler. Même moi, quand je parle, on me dit: Sherazade, évite de parler de corruption. Je dis: ben non, parce que quand on a 1500 à 2000 milliards de dollars par an qui est généré je ne vais pas dire généré parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais c'est estimé que la corruption est à peu près entre 1500 et 2000 milliards de dollars par an perdus. Oui, donc c'est faute de moyens de vraiment vérifier que tout le monde respecte le droit. On a ces énormes trous dans la raquette. Et finalement, cette question-là, même si c'est du droit peut-être privé, recoupe un petit peu celle de ces accords internationaux sur l'environnement qui ne sont pas contraignants. Merci beaucoup, Sherazade. Je vais vous donner la parole, Christian. On peut revenir en arrière, hein, désolé. Non, Vous en êtes encore fait, en... Voilà. ça tombe pas mal du tout parce que ce que je voulais dire à propos de Stéphane, il a tout à fait raison, que ça s'adapte parfaitement bien à ce que vient de dire Sherazade. En fait, le laisser-faire, laisser-aller des économistes libéraux du XVIIIe siècle conduit au désastre, conduit à l'effondrement de nos sociétés. Bien entendu, et les problèmes environnementaux. Les problèmes d'externalité environnementale sont probablement le plus extraordinaire exemple de défaillance des marchés. Les gens, quand je prends ma voiture, je ne tiens pas compte dans ma décision de prendre ma voiture plutôt que mon vélo des émissions de CO2 qui vont avoir des problèmes de créer des canicules comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Quand je tue un rhinocéros pour prendre sa corne, je ne tiens pas compte du fait que des descendants, enfin, il n'y aura pas de descendants de ce rhinocéros qui ne pourront pas être dans la nature dans 300 ans pour les générations futures. Quand je prends des réserves minérales dans des fonds marins, je ne tiens pas compte du fait que la nation d'à côté ne pourra plus les utiliser. Enfin bref, on est là face à ce qu'on appelle, nous les économistes, la tragédie des biens communs. Hein. On surexploite les ressources naturelles, nos rhinocéros, les fonds marins, l'atmosphère carbonée. Et la seule réponse possible pour empêcher l'effondrement de nos sociétés liées aux conséquences de ce laisser-faire, laisser-aller, c'est des États forts capables de réguler l'usage de ces biens communs, d'éviter que la corruption gangrène, la corruption liée à l'usage ou à l'utilisation de ces capitales naturels aille à des mafias et qu'on ne réalise pas une gestion soutenable de ces biens communs. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et clairement, la solution, c'est de réguler les marchés,
de limiter les libertés individuelles. Et ça nécessite des États forts qui ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial capable de réguler la qualité de l'atmosphère, de limiter les émissions de CO2 dans cette atmosphère commune qui appartient à l'ensemble de l'humanité. Et l'absence de ce gouvernement mondial, l'absence d'un concert des nations qui serait capable de coopérer pour gérer de façon soutenable ces ressources naturelles conduit à ce qu'on appelle le collapse, hein, l'effondrement de notre civilisation, qui n'est peut-être pas si loin que ça. Et je suis désolé, je suis plutôt de nature optimiste, mais là effectivement, les signaux commencent à s'accumuler sérieusement. Et c'est pas un problème, c'est évidemment un problème de notre capitalisme, de notre libéralisme, mais c'est aussi devenu aujourd'hui un problème de notre démocratie. Observez comment, dans les dernières élections européennes et législatives en France, au juin-juillet 2024, l'absence totale de débat de nature écologique et environnementale, l'absence de portage par des partis politiques d'une volonté de croissance plus soutenable, même le Parti écologiste, qui s'est fait un peu bouffer par l'AFP, hein, et qui a été plutôt muselé, je pense, par l'extrême gauche. Ben voilà, la conséquence de ça, c'est que l'année dernière, nous avions là un rendez-vous extraordinaire, notamment aux élections européennes. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne venait de décider un package de décisions écologiques absolument extraordinaire. On n'en a pas du tout discuté. La conséquence, c'est que le nouveau Parlement européen est contrôlé par des partis qui n'ont probablement plus grand-chose à faire avec l'environnement et qui sont portés par un Trumpisme et comment dire, une infection de ce qui se passe aux États-Unis. C'est peut-être quand même pas mal. Regarder la prospérité de ce continent-là par rapport au nôtre. Et ce discours-là, il est en train de l'emporter. Pourquoi? Parce que notre démocratie fonctionne pas bien. La Ouais. démocratie, c'est la dictature des générations présentes parce que les générations futures ne votent pas. Merci Christian, c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. Cette situation actuelle est aussi liée à cette crise de la démocratie que l'on observe aussi en Europe, hein. Stéphane, vous avez levé la main. Vous souhaitez Oui, prendre la parole. Merci oui, beaucoup. je voudrais juste rajouter une petite chose je suis d'accord avec ce que dit Christian, hein, mais je pense que pour le coup, là, si on reparle un petit peu du positionnement un peu géostratégique, géopolitique, par exemple européen sur la scène mondiale, je pense que l'historique de ces dernières années encourage l'Europe d'assurer suffisamment cette diplomatie à la fois écologique et environnementale. Christian l'a bien mesuré, elle l'a bien dit, avec qu'on avait lancé des politiques très fortes, on a le Green Deal, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir une politique européenne énergétique. On a plein de politiques européennes, mais on n'a pas de politique européenne énergétique. On a vraiment de l'économique, de l'humain, etc. Mais je pense qu'on peut être vraiment les preneurs de prendre en main cette problématique. On a suffisamment de connaissances et de ressources pour pouvoir un peu essayer de jouer sur les accords mondiaux. Et ça, c'est très important. Alors, et en plus, évidemment, derrière ça, il y a aussi un côté évidemment de sécurisation, d'approvisionnement, d'indépendance. Donc, voilà, on peut arriver à agréger différents acteurs pour finalement rendre cette diplomatie environnementale et économique européenne viable et politiquement acceptable dans les résultats des futures élections européennes. Voilà, je pense qu'il y a quand même un horizon positif à avoir dedans, quoi. Je pense que Oui. Donc Là-dessus, oui, là-dessus, d'un côté j'avoue le que verre à moitié plein, de l'autre côté le verre à moitié, voilà, à moitié vide, si je résume. Là-dessus, moi, j'avoue que je suis, ouais, je bascule d'un optimisme raisonné à un pessimisme raisonné du jour au lendemain. J'ai signé une tribune début février disant il faut menacer les États-Unis de sortir des accords de Paris s'ils refusent d'y revenir après l'élection 2028. Et puis, j'ai signé avec un collègue canadien un article un autre article dans Le Monde en avril-mai, je ne me souviens plus, dans lequel je propose cette idée de coalition des volontaires des pays ambitieux. Je ne sais pas. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, l'atmosphère, où est l'équilibre de la démocratie, où est l'électeur, où sont les électeurs en termes de est-ce qu'on est prêt à encore faire des sacrifices ou au contraire, si on me demande des sacrifices supplémentaires, je voterai aux extrêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et entre deux mots, je ne sais pas quel est le moindre. alors, moi, je dirais juste, Merci beaucoup, Christian. je Oui, voudrais juste rajouter, on a de l'argent, on peut prendre de l'argent, il y a de l'argent quelque part. J'ai co-signé je crois que c'était il y a un an ou un an et demi, une tribune dans Le Monde avec différents signataires, par exemple sur les coûts de transactions financiers. C'est-à-dire que
on peut récupérer, donc prendre une partie des coûts des transactions financières pour financer justement des programmes environnementaux et des programmes écologiques. C'est-à-dire que on a des grandes richesses, on a des grands secteurs d'activité qui génèrent des milliards d'euros. Je pense que on peut arriver à capitaliser dessus pour des bienfaits collectifs et humains et voilà, sur des questions internationales. Donc, voilà, moi voilà, je pense qu'il y a quand même des choses encourageantes. Maintenant, il faut un pouvoir fort, il faut des politiques fortes, il faut une politique ferme. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit tous les jours, même sur le sol, sur la nation française, c'est que du jour au lendemain, on peut changer pour X raisons. Et malheureusement, il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté face à des gouvernements type Trump ou ou de la stratégie chinoise, mais il faut plus de fermeté. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être juste, je vois que l'heure de la fin s'approche. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est un petit peu, quand même un peu connexe à tous ces enjeux environnementaux et auquel Sherazade a justement consacré un ouvrage, c'est celui des déplacés de l'environnement. Et je ne parle pas de réfugiés climatiques, qui est un terme beaucoup utilisé, mais de déplacés. C'est un enjeu qui est un peu à la croisée de l'environnement et du climat, mais aussi de la sécurité. Parce qu'évidemment, les guerres sont quand même en partie aussi liées aux catastrophes climatiques. Bref, peut-être, Sherazade, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer pourquoi réfugié climatique n'est pas le bon terme et pourquoi il faut mieux plutôt parler de déplacés de l'environnement. Alors, ce n'est pas le bon terme parce que tout simplement, on entre dans ce qu'on appelle un vide juridique. Il n'y a pas de réfugiés climatiques et c'est pour ça que je parle des déplacés environnementaux. Il faut vraiment les distinguer. Les réfugiés climatiques, ça n'existe pas, tout simplement parce que au niveau international, on a la Convention de Genève de 1951 qui, elle, définit le statut de réfugié comme une personne qui fuit des persécutions en raison de sa race, sa religion, sa nationalité ou son appartenance à un groupe ou à ses opinions politiques. Le problème, c'est qu'en 1951, les persécutions environnementales ou climatiques, ça n'existait pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a les déplacés, des réfugiés climatiques. Par contre, les déplacés environnementaux, ce sont des personnes qui se déplacent, donc qui quittent leur lieu de vie pour des raisons, soit catastrophes naturelles, désertification, montée des eaux, ou bien aussi des infrastructures construites comme un barrage qui va s'effondrer et donc les personnes vont se déplacer. On l'a vu dernièrement en Suisse avec le glacier qui s'est effondré et il y a eu 300 personnes qui se sont déplacées. Donc, ce qui veut dire que les personnes se déplacent. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner deux chiffres très importants. En 2023, il y a eu 26 millions de personnes déplacées dans le monde. En 2024, il y a eu pratiquement le double, 46 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ils sont invisibles aux yeux du droit, on a des déplacés partout, en France, dans le monde entier. Rien qu'aux États-Unis, l'an dernier, 11 millions de personnes ont été déplacées à cause des incendies ou bien des ouragans. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de personnes déplacées. Le littoral français, 140 000 habitations sont concernées par l'érosion et d'ici à 2100, c'est 440 000 habitations. On a eu le Signal en 2014. On a eu donc récemment la Tréfiaga dans le Finistère. Il y a 2 maisons qui ont été rasées la semaine dernière ou il y a 2 semaines et il y a encore 5 maisons qui vont être rasées. Donc, ça veut dire tout un village. La collectivité est obligée de racheter. Il n'y a pas assez d'argent dans le fonds Barnier. Le Signal, c'est vraiment emblématique. Le Signal a été construit en 1967. En 2010, la tempête Xynthia, elle a effondré 15 mètres du littoral. En 2014, l'immeuble Le Signal se trouvait à 9 mètres du littoral, alors qu'il était à 200 mètres. Il y a eu un arrêté préfectoral et comme ça ne rentrait pas dans le cadre de l'expropriation pour risque naturel majeur, les habitants ont été évacués sans indemnisation, des années de procès, jusqu'à ce qu'en 2019, les députés mettent en place une enveloppe budgétaire pour les indemniser, ce qui a pu être fait, donc indemnisation à 70%, et l'immeuble a été rasé en 2023. Voilà ce qui nous attend concrètement. S'il n'y a pas des mesures financières pour être prises, si on n'en parle pas dans les sommets, si on ne met pas des choses en place, et j'en parle vraiment dans le livre, des solutions à mettre en place. Moi, je propose une solution un peu au-delà de ce qui existe juridiquement en créant un passeport environnemental ou un passeport climatique, mais il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des pays qui se saisissent de cette question. Elle est avant tout financière et politique. Oui, merci beaucoup. Vous rappelez que ce n'est pas qu'une question qui touche l'autre bout du monde.
elle touche également l'Europe et elle rejoint effectivement cette vraie question du financement de l'adaptation également. Là, je vois qu'on approche vraiment de la fin. Je voudrais vous proposer à chacun peut-être de donner un petit mot de conclusion. C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui que c'est tentant de voir ces questions comme des questions purement juridiques qui pourraient être résolues avec un accord bien négocié. C'est ce que on a peut-être un peu trop cru lors de l'accord de Paris. Et on a bien vu qu'on ne pouvait pas éluder ces dimensions économiques, géostratégiques et même humaines, hein. C'est ce que vous dites, Sherazade, dans ce cadre qui est celui du droit plutôt privé des contrats. Voilà, si chacun d'entre vous pouvait avoir un petit mot de la fin, très court s'il vous plaît, peut-être en 30 secondes, 40 secondes chacun. Peut-être Stéphane pour commencer? Ou Sherazade, si vous voulez continuer. Allez-y. Bien, voilà, pour conclure, en fait, puisque j'étais dans mon domaine, la corruption, ça fragilise les États, la criminalité environnementale, elle détruit les ressources, et l'exode climatique dont je parle, c'est la conséquence humaine de tout ça. Donc, ces phénomènes ne sont pas séparés, ce sont vraiment des chapitres d'un même récit, et il faut vraiment choisir entre un monde prédateur ou bien un monde protecteur. Merci beaucoup. Stéphane, Christian, un petit mot de la fin? Allez, j'y vais, Stéphane, tu seras le dernier. Oui, écoutez, la gestion, Vous êtes muté. Si vous pouvez vous démuter, je sinon sais pas ce qui s'est Merci. passé. La gestion soutenable de biens communs nécessite un réel effort de coopération internationale et force est de constater qu'aujourd'hui, dans la géopolitique actuelle, on ne l'a pas du tout, quoi. Et la conséquence de ça, c'est qu'il faut craindre dans les années à venir plutôt une détérioration de la gestion de ces biens communs et on a beaucoup à y craindre. Est-ce que l'Europe doit continuer, doit compenser la perte de partenaires potentiels dans cette coalition? C'est une question qui mérite d'être posée compte tenu du fait que nous vivons dans des démocraties où les extrémistes, les populistes sont en train de nous tailler des croupières par cette volonté de rester droit dans ses bottes alors que le peuple refuse de faire des sacrifices pour l'humanité. Merci beaucoup. Et, Stéphane? moi, je dirais, en fait, on n'a pas eu le temps de l'aborder aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être un autre sujet sur notre webinaire. Il faut faire attention dans toutes ces problématiques-là aux inégalités nord-sud. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une vision au type OCDE, donc l'hémisphère nord qui arrive avec ses grands sabots pour dicter le monde, mais il faut faire attention que dans l'hémisphère sud, et, par exemple sur le continent africain, bah, il y a d'autres problématiques sur les conflits, sur le changement climatique, évidemment, ça a des impacts énormes, et que sur les ressources, bah, c'est toujours des grands industriels de l'hémisphère nord qui viennent un peu donner les leçons et prendre la richesse, et que voilà, il y a cette question d'équité, de justice environnementale, de justice climatique, et que voilà, il faut faire attention de ne pas tomber dans des vieux pièges ancestraux qui n'ont plus de vocation à exister. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ne pas juste s'en tenir aux enjeux de souveraineté économique, mais ne pas oublier ces enjeux-là qui sont cruciaux. Alors, merci beaucoup. Notre webinaire touche à sa fin. Je voulais déjà commencer par vous remercier énormément tous les trois pour votre temps et votre expertise. Et je voulais vous rappeler également que The Conversation France, ce n'est pas qu'un site d'actualité écrite par des experts universitaires, c'est aussi plusieurs newsletters, et notamment une newsletter environnement hebdomadaire qui s'appelle Ici la Terre, qui paraît tous les jeudis. Et on a également une newsletter généraliste qui est quotidienne et d'autres newsletters thématiques que vous pourrez retrouver dans le petit lien qui va s'afficher dans le chat envoyé par mes collègues. Et voilà, et je voulais également remercier une dernière fois notre partenaire, le Forum Normandie pour la paix, ainsi que Julien Talbot et Cécile Vangreveningue à la technique qui ont assuré, qui ont assuré toute la partie technique en coulisses de ce webinaire pour The Conversation. Donc merci beaucoup, merci au public, une excellente soirée à tous, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir.